Avant de démarrer cet épisode, je tiens à remercier Anne Beson d'avoir accepté de sponsoriser le podcast. Anne, c'est l'invitée de l'épisode 12 qui a quitté l'enseignement pour le copywriting et qui a cofondé la Team Badass pour booster l'entrepreneuriat au féminin. Si je te parle d'elle aujourd'hui, c'est parce que j'ai l'honneur d'être ambassadrice de sa formation au réseau social LinkedIn. Dans cette formation de 3 heures, répartie en 5 modules, Anne t'offre de nombreux conseils et des outils clés en main pour apprendre à créer un profil qui attire, rédiger du contenu pertinent et réseauter intelligemment. Alors si comme moi tu es entrepreneur ou sur le point de le devenir, sache que maîtriser LinkedIn, c'est l'assurance de se créer une vitrine de qualité sur le réseau social professionnel le moins saturé. Retrouve le programme détaillé dans la description de l'épisode, associé à une réduction de 20% pour les auditeurs et auditrices de l'émission. Bonjour et bienvenue sur Avant j'étais prof, le podcast des enseignantes et enseignants qui ont osé la reconversion. Je m'appelle Florence et je viens d'arriver au bout de ma 6e et dernière année d'enseignement. Avant d'oser me reconvertir, je me suis longtemps questionnée sur ce qui m'empêchait de partir. Les témoignages collectés durant la première saison de ce podcast m'ont donné le courage de me lancer. Et vos retours m'ont permis de réaliser à quel point cette émission était importante pour certains d'entre vous. C'est pourquoi j'ai décidé de poursuivre cette aventure à vos côtés en décryptant 2 fois par mois les parcours aboutis de professeurs reconvertis. Pour ce 14e épisode, j'ai le plaisir de recevoir Sophie, 58 ans. Après avoir suivi des études en psychomotricité, Sophie s'oriente vers l'enseignement. Les premières années passent et des envies de changement apparaissent. Mais bloquée dans ses choix de poste par la rigidité du cadre administratif, Sophie se ravise et reste dans le primaire ordinaire. Touchée par un premier cancer, elle opte pour un poste de directrice, ne pouvant plus vraiment enseigner. Et lorsqu'un second cancer vient frapper à sa porte, la question de la reconversion devient inévitable. Aujourd'hui, Sophie est secrétaire de direction dans un collège. Et si elle attend la retraite, c'est uniquement pour se lancer à son compte dans bien d'autres activités. D'ailleurs, elle produit déjà un podcast qui s'appelle 50 ans d'âge et plus pour les personnes qui, comme elle, ont franchi le cap de la cinquantaine en transformant leur vie. Dans cet épisode, on parle de reconversion après 50 ans, de maladie et des conséquences que ça implique, de rigidité administrative, de poste adapté, de retraite et de mammouth. Bonne écoute! Bonjour Sophie, bienvenue sur le podcast. Je te laisse te présenter pour démarrer l'émission. Eh bien, bonjour Florence, merci de m'accueillir sur ton podcast. C'est un podcast qui m'interpelle beaucoup parce que pendant toute ma carrière d'enseignante, en fait, je me suis posé des questions. Est-ce que je vais aller jusqu'à la retraite en étant enseignante ou non? Est-ce que je vais oser quitter l'éducation nationale? Je ne me suis pas formée pour être instit, parce qu'à ce moment-là, on disait instit. J'ai été psychomotricienne, c'est-à-dire que j'ai fait un diplôme d'état de psychomotricité. C'est une formation paramédicale en 3 ans. Et à ce moment-là, donc c'était dans les années 85. Oui, je sais, ça remonte. À ce moment-là, en fait, faire des séances de psychomotricité, eh bien, ce n'était pas remboursé par la sécurité sociale. Donc, ça s'adressait vraiment à un public qui avait les moyens. Il fallait monter son cabinet. Je n'avais pas les moyens de monter un cabinet. Et puis, dans les hôpitaux, autant maintenant, dans les CNPP, dans les hôpitaux, on voit beaucoup de psychomotriciens. À cette époque-là, non, il n'y avait pas beaucoup de postes. Ce qui fait que j'ai été au chômage assez rapidement, même tout de suite. J'ai fait des petits boulots de secrétaire, de choses comme, voilà, des petits boulots pour avoir quand même un salaire. Et puis un jour, à Pôle emploi, il y a eu une annonce pour passer le concours d'Instit. À ce moment-là, c'était Instit. Donc j'ai passé le concours sur l'Académie de Versailles. J'ai été sur liste complémentaire. Donc, j'ai attendu et c'est au mois de mai de l'année 85 donc, que j'ai été appelée pour faire des remplacements. J'habitais à ce moment-là les Hauts-de-Seine et j'ai été nommée sur les Yvelines avec des postes qui étaient assez loin de chez moi, des remplacements. Premier remplacement, c'était dans une classe, à ce moment-là, on appelait ça les classes de perfectionnement. Maintenant, ce sont des CLIS. On débarque sans formation là-dedans, voilà, on est un peu perdu. J'avais 1 heure de trajet aller, 1 heure de trajet retour pour y aller, donc ça forme tout de suite. Ensuite, j'ai fait des remplacements sur plusieurs communes des Yvelines, assez éloignées. C'est là que j'ai décidé de m'acheter une voiture diesel parce que ça coûtait trop cher en déplacement.
Et à peu près 2-3 jours après avoir investi dans une voiture diesel, on m'a proposé d'avoir un poste sur les Hauts-de-Seine. Donc voilà, je suis arrivée après dans les Hauts-de-Seine, à Gennevilliers, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, c'est une ville et des quartiers qu'on dit difficiles. Et je suis tombée amoureuse de Gennevilliers, des écoles de Gennevilliers. J'y suis restée 17 ans. Il y avait des équipes éducatives super sympas. Voilà, ça m'a beaucoup plu. Jusqu'à ce que nous ayons un directeur dans une école qui a, entre guillemets, on va dire, déconné. Et donc, tous les enseignants de cette école ont décidé de partir de l'école à cause de lui. Donc, on a tous demandé notre changement et ça a été un mal pour un bien puisque j'ai changé de département. Je suis allée dans le Val d'Oise où j'habitais à ce moment-là, que j'avais déménagé. Et donc, dans une école tout près de chez moi et c'était un grand luxe de ne plus avoir à faire 3/4 d'heure de route aller ou 3/4 d'heure de route retour chaque jour. Voilà. Donc, dans le Val d'Oise, j'ai toujours travaillé aussi dans des écoles que l'on dit difficiles parce que pour moi, c'était ça mon métier. En fait, je trouvais que j'étais bien plus utile dans des écoles difficiles que dans des quartiers favorisés. Et donc jusque-là, voilà, que du positif dans l'éducation nationale, sauf une petite chose, parce qu'en fait, voilà, si j'ai eu envie de changer souvent, ce n'est pas à cause du travail vraiment, mais c'est à cause du mammouth, comme on dit, du mammouth de l'éducation nationale et de la façon dont ça fonctionne. Par exemple, à un moment, j'ai voulu utiliser ce pourquoi j'avais été formée, la psychomotricité. Et il y a des postes psychomotriciens dans les écoles, les postes G. Et quand j'ai voulu essayer d'avoir un poste G, donc de psychomotricien, on m'a répondu qu'il fallait que je fasse 1 an de stage de formation. Et là, j'étais un peu dégoûtée parce que j'avais quand même fait 3 ans de formation. J'avais un diplôme d'État et qui n'était pas reconnu pour travailler dans l'éducation nationale. Donc, ça a été la première anicroche, en fait, avec le fonctionnement de l'éducation nationale. Voilà, ça m'a un petit peu dégoûtée. Ouais, pour de l'administratif, en fait, parce que du coup, tu as de quoi être psychomote, tu as de quoi être prof, mais les deux en même temps, il doit pas y avoir la bonne case à cocher, quoi. Voilà, tout à fait. Donc, voilà, et puis quelques années plus tard, j'ai eu un premier incident de santé, un premier incident médical, un cancer des amygdales. Donc, des traitements très lourds, ça c'était en 2008, chirurgicaux, chimio et radiothérapie. Bon, il faut savoir que ça attaque aussi toute la sphère de la gorge. Et depuis, j'ai besoin sans arrêt de boire parce que tout est asséché, je n'ai plus de salive, en fait. Donc, c'est vrai que ça m'handicapait quand même pour reprendre une classe. J'ai essayé en mi-temps thérapeutique d'abord. Et puis, il s'est avéré que cette année-là, la directrice de l'école où j'étais depuis un certain temps prenait sa retraite et que c'était une occasion de ne plus avoir de classe parce que c'était une grosse école, donc une direction déchargée complètement. Et donc, j'ai postulé pour le poste de direction. Que tu as réussi à obtenir, du coup. Voilà. Et je ne sais pas si j'aurais été capable d'être directrice dans une autre école, mais là, en fait, j'ai travaillé avec des collègues avec qui je m'entendais bien. C'était aussi une super équipe. On était plus amis que collègues. Et en plus, à cette époque-là, cette année-là, l'école se refaisait une beauté, on va dire. C'est-à-dire qu'elle était complètement en travaux et nous avons pu l'organiser et choisir vraiment le décor et puis les salles, etc. de notre école tous ensemble. Donc, ça a été une petite aventure de l'équipe tous ensemble qui nous a vraiment soudés. Et puis, on avait plein de projets pour cette école ensemble. Premier projet, c'était de rapprocher les parents d'élèves de l'école parce qu'ils étaient dans ces milieux-là, l'école, parfois, ils sont un petit peu méfiants. Donc, voilà, on voulait rapprocher les parents d'élèves de l'école. On voulait aussi faire beaucoup de classes transplantées. Voilà, on était plein de projets. Vraiment, ça marchait super bien. Et donc, j'ai été vraiment, je me suis trouvée très heureuse d'être directrice de cette école pendant 5 ans. Et là, badaboum, deuxième incident médical, deuxième cancer, un autre cancer, un cancer du sein. Et donc là, je repars en arrêt maladie longue durée. Et il faut savoir, alors je ne sais pas si ça se passe comme ça aussi dans le privé,
Mais en tout cas, pour les fonctionnaires, quand on a comme ça un cancer, on nous demande de choisir entre un arrêt longue maladie ou un arrêt longue durée, vraiment au début de la maladie, quoi, au moment des traitements. C'est-à-dire que si on dit arrêt longue maladie, c'est 3 ans maximum, et après on reprend le travail. Arrêt longue durée, c'est 5 ans. Donc, ça laisse le temps de voir venir. Dans ma tête, j'étais tellement persuadée que j'allais pouvoir reprendre le travail que j'ai choisi longue maladie, donc 3 ans. Voilà. Pour moi, il était hors de question d'avoir 5 ans d'arrêt maladie. Je voulais reprendre le travail. Et surtout dans cette école-là. Et puis, les traitements font que on n'est pas si bien, si en forme qu'on le pensait, quoi. Je veux dire, ils sont difficiles, surtout pour un deuxième cancer. Et quand j'ai voulu reprendre mon poste de directrice, je pensais pouvoir le reprendre en mi-temps thérapeutique ou en tout cas 80% thérapeutique. Et en tout cas, dans mon département, ce n'est pas possible. Quand on est directeur, on ne peut pas avoir le poste à mi-temps. Question de responsabilité, etc. Donc, c'était pas possible. Je ne pouvais pas non plus reprendre une classe dû aux séquelles du premier cancer, c'était pas possible. Donc, voilà. J'ai demandé un poste adapté. Il n'y en avait pas à ce moment-là, ou en tout cas pas qui me correspondait. Et donc, je suis arrivée au bout de mes 3 ans d'arrêt maladie. Donc là, on m'a fait 2 propositions. On m'a fait le mammouth, c'est l'éducation nationale. On m'a fait 2 propositions. Soit je demandais une retraite anticipée, en sachant que j'allais pas gagner grand-chose jusqu'à la fin de ma vie, quoi, voilà. Soit c'était une reconversion. Donc, j'ai trouvé que la reconversion, c'était bien, puisque depuis le temps que je me disais, je vais pas pouvoir aller jusqu'à la retraite dans une classe, c'est difficile. C'est un métier où on ne pense qu'à ça, même pendant les vacances, on va en vacances, on va ramasser les galets pour faire je ne sais quoi en travail manuel pour la rentrée, voilà quoi. On y pense tout le temps. Et donc, je me suis dit, oui, c'est ça, je vais faire une reconversion. Et ce qu'on m'a proposé, en fait, et c'est ce qu'on propose en général aux instituts qui ne peuvent plus être en classe, c'est de faire de l'administratif. Moi, ça m'allait, j'avais déjà été secrétaire, pour mon loisir, j'avais mes blogs, donc j'aimais tout ce qui était avec l'ordinateur, voilà, je me sentais très à l'aise là-dedans. Donc, ça m'allait. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas de poste disponible au moment où mon arrêt maladie s'est terminé. Du jour au lendemain, on vous dit, l'éducation nationale nous dit, eh bien, il va falloir attendre. Mais attendre sans salaire. Bah oui, financièrement, c'est un peu complexe. Voilà. Surtout que j'habite seule maintenant, voilà, j'étais divorcée. Du jour au lendemain, on n'a plus de salaire, on n'a pas le droit au chômage, et voilà. Et donc, on va voir les assistantes sociales qui ne trouvent pas de solution non plus. Alors, il s'est avéré que j'avais de la chance, j'avais un peu d'argent de côté. J'ai pu prendre un crédit à la consommation pour vivre durant ces 6 mois. Encore une fois, l'éducation nationale, au niveau du fonctionnement, on pense jamais qu'un fonctionnaire peut se retrouver dans cette situation, mais pourtant. Ouais, parce qu'on parle toujours de la sécurité de l'emploi, mais c'est vrai que j'avais pas du tout pensé à ce genre de cas-là. En fait, je pensais même pas que ça existait. Moi non plus. Est-ce qu'il n'y avait pas possibilité de transformer, alors tu vas sûrement me dire que non, ça doit pas se faire, mais de transformer ton congé longue maladie de 3 ans en congé longue durée de 5 ans? Et non, voilà. Une fois que tu as décidé au tout début de ta maladie que tu choisis le congé maladie et pas le congé longue durée, tu ne peux plus revenir dessus. D'accord, ok. Il faut une deuxième pathologie pour pouvoir le faire. Je n'avais pas vraiment envie d'avoir un autre cancer encore. Je n'osais pas faire la blague. Donc, voilà. Et donc, au bout de 6 mois, sans salaire, on m'a proposé un poste d'administratif, donc de secrétaire administrative dans un collège où donc on est en formation, on est stagiaire durant 1 an. Il s'est avéré qu'il y a eu le confinement à ce moment-là. J'ai dû rester chez moi puisque personne à risque. Mon stage de secrétaire administrative a été reporté encore d'1 an pour pouvoir être formée correctement. Et donc là, je fais ma 3e année maintenant de secrétaire administrative dans un autre collège maintenant. Voilà où j'en suis de ma reconversion.
Et la partie formation, justement, avec le stage, est-ce que c'est à toi de la payer ou c'est inclus dans le début de ton contrat ensuite et voire même t'es payé pendant, comme quand on est stagiaire professeur des écoles? J'ai retrouvé le salaire qui correspond à mon grade de professeur des écoles. Ouais. Bien sûr, j'ai perdu tout ce qui est prime de direction, mais bon, c'est normal, hein, je fais plus le boulot de direction. Donc, je suis payée normalement. Il faut savoir aussi, j'ajoute qu'entre-temps, j'ai remué les syndicats, etc., à propos de mes 6 mois sans salaire. Et donc, j'ai pu avoir une indemnisation l'année suivante. Mais il a fallu batailler, il a fallu des commissions, il a fallu que j'aille me battre dans une commission qui s'est passée à la préfecture, où j'avais une dizaine de personnes devant moi qui ne se sont pas présentées. Je ne savais même pas à qui j'avais affaire devant moi. Et il a fallu que je raconte mes cancers, etc. Et je ne savais même pas qui étaient mes interlocuteurs. Voilà, quoi. Je veux dire, il a fallu batailler pour avoir enfin cette indemnité que j'ai eue, qui n'a pas tout rattrapé le salaire des 6 mois, mais qui m'a quand même bien aidée. Il faut avoir la force de caractère et le courage dans un moment où justement t'es un peu fatigué, quoi. Voilà, tout à fait. Et puis, bon, heureusement, j'avais les syndicats, un syndicat en tout cas, qui m'a bien aidé là-dedans. Et heureusement, sinon, je savais pas trop comment faire, quoi. T'as enseigné combien d'années en tout? Hum. Alors, si je retiens les 5 ans de direction, puisque j'étais déchargée de direction, je pense que ça doit faire 32 ans. Plus du coup 5 ans de direction, donc 37. Voilà, Donc effectivement, ouais, tu dois plus être très loin là de la retraite maintenant. 4 ans. 4 ans. Ça paraît loin, je pense, quand on y arrive. Non, 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 plus trop. Non, non, ça va, ça va. Ça peut faire peur aussi d'être à la retraite, mais voilà, pour moi, la retraite, ça va être le moment où je pourrais faire tout ce que je veux. Dont, par exemple, m'occuper plus de mes blogs, de mon podcast, voilà, faire des choses de cet ordre. Justement, ouais, ton podcast, enfin, si tu veux en parler et le présenter, je pense qu'il peut intéresser beaucoup de monde qui écoute mon podcast, du coup. Oui, je pense, oui, oui. En fait, j'ai commencé à avoir d'abord 2 blogs, un blog voyage et puis un blog pour parler des femmes de plus de 50 ans, puisqu'à ce moment-là, je venais d'avoir 50 ans et que les femmes de plus de 50 ans, souvent, sont un petit peu invisibles dans la société. Et donc, j'ai commencé par faire ce blog où j'ai beaucoup parlé de moi, parce qu'à ce moment-là, j'étais malade et j'avais besoin de ressortir tout ce que j'avais dans la tête, voilà, et parce que je trouvais que ça pouvait être intéressant pour les personnes qui étaient malades aussi, qui étaient passées par là, de voir qu'on s'en sortait, et que justement avoir passé par la maladie de cancer, c'était aussi quelquefois une planche pour rebondir, et que ça n'avait pas que du négatif, bien au contraire. En créant ce blog, j'ai fait la connaissance de beaucoup de femmes de plus de 50 ans, même bien plus que 50 ans. Et j'ai rencontré des femmes et des hommes qui étaient vraiment très dynamiques, plein de projets. Et je me sens bien plus à ma place encore maintenant en interrogeant et en mettant en valeur ces personnes de plus de 50 ans, plutôt que de parler de moi, en fait. Ouais. C'est ce que je suis en train de faire là. Mais bon. Et je trouvais ça chouette parce que on m'a souvent dit oui bah c'est bien mignon Florence mais t'interviews que des jeunes. Où sont les personnes de plus de 50 ans et où sont les personnes qui hésitent alors qu'elles sont presque à la retraite? Et moi je me disais je veux bien mais j'en trouve pas en fait, je n'en trouvais pas. Donc quand je suis tombée sur toi, je me suis dit ah là celle-là je la laisse pas passer parce qu'en plus par le biais de ton podcast, toi tu vas au-delà du fait d'avoir 50 ans et plus et de pouvoir se reconvertir, avoir d'autres activités etc. Ça va même, j'ai vu il y a une personne que t'as interviewée qui a fait un super long voyage, alors que souvent on entend les femmes dire « Ah bah non, moi je suis une femme seule, j'ai tel âge, je peux pas ». Et oui. Je trouve que ton podcast, il est super chouette pour ça, pour montrer qu'en fait, il n'y a pas d'âge, quoi. Oui, tout à fait. Et c'est aussi un enrichissement pour moi à chaque fois quand j'écoute ces personnes-là. Donc c'est pour ça que aussi que je veux partager ces parcours de vie, parce que si c'est un enrichissement pour moi, c'est un enrichissement pour d'autres aussi. Et oui, ce sont des personnes formidables que je rencontre. C'est génial. Ouais, non mais je trouve ça bien parce que moi je dis facilement il y a pas d'âge, mais en fait je n'ai pas 50 ans et plus, donc je le dis parce que dans ma tête ça me paraît évident, mais je ne le vis pas, donc ça n'a pas du tout le même impact je pense sur les gens, et voilà, je me dis c'est bien de l'entendre dire de quelqu'un voilà qui est passé par cette étape-là et qui l'a vraiment vécu, ça fait beaucoup plus sens en fait. Mais bon, c'est vrai qu'à partir d'un certain âge de l'éducation nationale, je crois, je dirais à partir de 40 ans, on se dit mais si l'éducation nationale comme ça,
Je vais perdre beaucoup. Alors, ce beaucoup, c'est financièrement, c'est aussi parce qu'on a l'impression qu'on ne sait faire que ça, qu'enseigner, alors que ce n'est pas vrai. Il faut quand même savoir que là, quand je me suis reconvertie, j'ai dû faire un CV, un curriculum vitae. Je ne l'avais pas fait depuis mes 22 ans. Et c'était pas hier, si j'ai bien suivi. Voilà. Et c'est fou, quoi, parce que on croit qu'on ne sait plus faire que ça au bout d'un certain nombre d'années à l'éducation nationale. Alors que enseigner, justement, et travailler dans l'éducation nationale nous amène à avoir plein de compétences. Mais on ne nous le dit pas et on ne s'en rend pas compte. Arrivé vers 40, 45 ans, on se dit, mais je ne sais faire que ça, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Et puis, sur un CV, avoir été fonctionnaire pendant des années, c'est pas forcément valorisant pour les employeurs. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai eu peur de quitter l'éducation nationale. Et puis, il y a, bon, je reviens toujours au syndicat, mais je prends beaucoup de conseils auprès d'eux. Bon, ils mettent en garde quand même, hein, puisque quand on quitte l'éducation nationale, on quitte la mutuelle. Bon, beaucoup de monde nous met en garde en disant, mais tu vas pas quitter la sécurité de l'emploi et voilà, c'est ça. Hein. Donc, on nous fait peur, on se fait peur et on n'ose pas. Et là, de par ton statut, est-ce que tu es toujours fonctionnaire ou assimilé fonctionnaire? Voilà, je suis toujours fonctionnaire. En fait, je suis toujours professeur des écoles pour l'instant. Après, c'est un peu flou, en fait. Hein. Je ne sais pas trop encore. Je ne sais pas si je vais perdre à un moment quand je serai titularisée en tant que secrétaire administrative. Tout est un peu flou encore. On ne nous explique pas bien ça. D'accord. Donc ça, je ne peux pas vraiment le dire encore. Mais je me dis que de toute façon, je serai toujours fonctionnaire. Je serai toujours dans l'éducation nationale. J'aurai toujours mon salaire parce qu'ils ne peuvent pas baisser mon salaire. Pour l'instant, c'est que des avantages. Je rentre chez moi le soir, je n'ai pas de préparation ni de correction. Voilà, bon, c'est beaucoup de boulot dans la journée, je n'arrête pas. J'ai une demi-heure de pause pour manger et je ne fais pas de pause pratiquement de la journée entière. J'ai un peu moins de vacances que les enseignants, mais presque, c'est pas grand-chose. Après, voilà, je ne sais pas du tout au niveau de mon statut si un jour je dirais je ne suis plus professeur des écoles. Ça, je n'en sais rien encore. D'accord. Et c'est au bout de combien de temps que tu es titularisée? Normalement, c'était 1 an, mais comme il y a eu le confinement, voilà, ça a été reporté. Mais quand je dis normalement, ça doit être 1 an. On n'a pas de papier sûr, quoi. Je veux dire, ce sont des conversations qui nous donnent ces renseignements, mais tout est flou, hein, quand même, tout est flou. Ça te stresse pas? T'as pas peur, je sais pas, qu'ils repoussent la date sans cesse ou que... Non, parce que je sais que dans 4 ans, je serai à la retraite, de toute façon. C'est pas faux, ils sont pas beaucoup à repousser au pire. Voilà. Et une journée type en tant que secrétaire administratif, ça ressemble à quoi? Si tu as une journée type. Donc déjà, on nous place la plupart du temps dans les collèges ou les lycées quand on est secrétaire administrative. Moi, je pensais qu'on pouvait être aussi à l'académie, dans les bureaux de l'académie, mais vraisemblablement, quand on est professeur des écoles en reconversion, on nous place dans les établissements. Une journée type, ça dépend des collèges en fait où on se trouve, puisque notre supérieur hiérarchique, c'est le principal. Et alors ça change parce que quand on est professeur des écoles, on n'a pas vraiment le supérieur hiérarchique au-dessus de nous tous les jours. Hein. Donc le principal décide de notre emploi du temps en fait, hein, et décide de nos missions aussi. Donc selon les collèges, on ne fait pas forcément le même travail en tant que secrétaire administrative. On peut être plus secrétaire de direction ou bien plus secrétaire des élèves aussi. Il y a on va dire deux casquettes un peu. Je ne sais pas, voilà, oui, voilà. Dans le collège où j'étais depuis 2 ans, en fait, la journée type, on arrive à 8h30. On va s'occuper de tout ce qui est inscription des élèves, les mails du principal, la mise à jour des dossiers des élèves. Et puis, on va travailler sur Pronote pour donner des informations à chaque professeur. Et puis, préparer aussi les réunions pour les professeurs, préparer des dossiers pour les professeurs, voilà, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On voit beaucoup les élèves quand même à chaque récréation parce qu'ils ont besoin de nous pour différentes petites choses. On est un petit peu leurs interlocuteurs directs avant le principal ou la principale adjointe.
Oui, c'est mettre à jour les dossiers d'élèves, les entrées et sorties d'élèves. D'ailleurs, c'est fou dans un collège comme il peut y avoir de mouvements d'élèves dans une année. Je pensais pas du tout. T'as un gros établissement là justement, toi? Là, il y a à peu près 550 élèves. Et toutes ces missions-là que tu as par rapport au fait d'avoir enseigné avant, est-ce que ça te rend plus à l'aise vis-à-vis de ton nouveau travail ou est-ce que ça n'a pas d'impact? C'est mon travail de directrice qui m'aide le plus. Parce que ça ressemble énormément quand même. Il y a beaucoup de choses qui ressemblent, voilà. Parce que quand on est en reconversion comme ça, on n'a pas de formation, hein, faut savoir aussi. C'est-à-dire qu'on nous met sur un poste et puis on compte, l'éducation nationale compte sur la personne qui est avec nous sur le poste pour nous former. Donc là, j'étais avec une secrétaire administrative, secrétaire de direction qui était là, qui avait 10 ans d'ancienneté et qui a bien voulu me former. Mais sinon, on est formé sur le tas avec un peu un tuteur, quoi. Tout ce que j'avais pu faire en tant que directrice m'a aidé énormément, oui. Est-ce que tu sais si cette tutrice, toi en l'occurrence, touche quelque chose pour te former? Non, c'est bénévole, comme beaucoup de choses, là. Comme c'est étonnant. Ouais. Et d'ailleurs, il faut savoir que les secrétaires administratives, elles n'est pas du tout la même catégorie que moi. Et c'est vrai que c'est un peu dérangeant ou gênant quand même, qu'elle me forme et en plus de façon bénévole alors qu'elle gagne beaucoup moins que moi, quoi. Donc, voilà. Et dans tes fonctions actuelles, qu'est-ce que tu trouves positif et négatif, s'il y a du négatif? Alors, c'est pas tout à fait négatif, mais il a fallu que je m'y habitue, c'est justement d'avoir un supérieur hiérarchique tout le temps au-dessus de soi, toute la journée. C'est vrai qu'en tant que professeur des écoles, on est quand même assez libre. Oui, ça c'est génial. Et ça m'a énormément changé. Bon, après, ça a été vite, hein. En 2-3 mois, on comprend vite. Ouais, c'est plus le temps de s'habituer, quoi. Ouais, voilà. J'avais, quand même, en plus, en tant que directrice, j'avais l'habitude de prendre plutôt des initiatives. Là, voilà, on ne prend plus trop d'initiatives et on fait ce qu'on nous demande de faire. Ça a été un des points qu'il a fallu que je change. Mais sinon, de négatif, moi, je n'ai pas trouvé beaucoup parce que je cherchais justement à ne plus avoir de stress. Bon, après, est-ce vrai ou est-ce faux, je n'en sais rien, mais j'ai des médecins qui m'ont dit que le cancer pouvait être dû aussi à des stress dans la vie. Et donc, en fait, je cherchais à ne plus avoir de stress dans ma vie. Et ce poste, me convient parfaitement pour ça, en tout cas. Il n'y a plus le stress et la responsabilité que je pouvais avoir, pas 24 heures sur 24, parce que je dormais quand même en tant que directrice, mais on l'a tout le temps. Et là, maintenant, je me repose sur les autres plutôt. Je n'ai plus les responsabilités. J'en ai, mais qui sont bien, bien moins importantes qu'avant. Et tu disais tout à l'heure, au tout début de l'interview, que tu t'étais souvent demandé qu'est-ce que tu aurais pu faire d'autre. C'est une question qui t'a suivi longtemps dans ta carrière, et qu'est-ce qui t'a éventuellement bloqué, ou qu'est-ce que tu aurais aimé faire, et pourquoi tu ne l'as pas fait? Alors, il y a eu plusieurs périodes, hein. La première chose que j'aurais aimé faire, j'en ai parlé juste avant, c'est être psychomotricienne au niveau de l'éducation nationale. Donc voilà. Ensuite, on a toujours plein d'idées dans la vie, plein de projets en tête, hein. Et bon, par exemple, être bibliothécaire, je me voyais bien être bibliothécaire un jour, Mais à chaque fois, ce qui me freinait, c'était, c'est normal, hein, il faut une formation. J'avais les enfants, je me suis trouvé de toute façon beaucoup de freins. On va pas se les inventer les freins, mais je veux dire, ils sont là. Et en tout cas, moi, je pensais plus aux freins qu'aux possibilités que je pouvais avoir de le faire. Puis, c'est vrai qu'en blaguant avec les collègues, bien souvent, parce que il y a des moments où on n'en peut plus, on en a assez, et on se dit, oh là là, un boulot dans un bureau, mais qu'est-ce qu'on serait bien. Et maintenant ça m'arrive et oui, je suis bien. Alors, je peux pas dire que je regrette pas l'enseignement. J'y pense toujours. Par exemple, quand on fait les inscriptions des élèves en début ou en fin d'année, là, au collège, souvent les parents nous demandent mais qui vous êtes au collège? Parce que ils viennent aussi pour les parents des élèves de 6e, ils viennent dans un environnement qu'ils ne connaissent pas, donc ils savent pas à qui ils s'adressent. Et là, j'avoue que quelquefois, ça m'a fait mal de ne pas dire
je suis enseignante. Je dis, ben, moi, je suis la secrétaire. Alors, ça ne m'a pas fait mal, mais je me suis dit, mais normalement, je suis enseignante. J'avais envie de le dire, quoi, quand même. Mais voilà, c'est le seul regret que je peux avoir. Et la différence qu'il y a peut-être entre toi et d'autres personnes que j'ai pu avoir dans l'émission, c'est que tu n'as pas choisi à un instant T de partir. C'est les soucis de santé qui ont fait que ça a précipité la chose, C'est vrai. même si tu avais déjà des questionnements et des envies de reconversion. Si jamais tu n'avais pas eu ce deuxième cancer, est-ce que tu aurais continué dans tes fonctions de directrice ou est-ce que tu t'étais vraiment sur le point d'essayer de te reconvertir? Non, je pense que j'aurais continué parce que j'avais la chance d'avoir un poste de direction déchargé. Donc, je ne faisais plus classe. Je faisais classe, je faisais des ateliers. J'avais les élèves par 12, par 15 pour voilà, des choses très spécifiques où j'avais que du plaisir, en fait, à faire. Bon, je faisais encore la police puisque la directrice, c'est celle quand même qui fait la police auprès des élèves, mais c'était complètement différent. Et puis, je n'avais plus ce qui est lourd quand même quand on est enseignant, les corrections, les préparations de classe. Voilà, disons que même à partir du moment où j'ai été directrice, je n'avais plus trop de travail à la maison. Je restais tard à l'école, mais une fois que j'étais chez moi, c'était terminé. Oui, je pense que j'aurais continué. Mais toujours, à ce moment-là, j'avais une inquiétude, c'était que j'avais envie de continuer avec la même équipe d'enseignants, avec la même ambiance, et je me disais, un jour ou l'autre, ils partiront pour faire autre chose, pour demander des écoles plus près de chez eux, etc. J'avais cette peur de les perdre. Mais sinon, oui, j'aurais continué, je pense. Et c'est vrai qu'on parle pas souvent des collègues, mais au même titre que un enfant peut vraiment changer l'ambiance d'une classe, en fait, un changement de collègue sur une équipe des fois de 15, ça peut complètement changer l'ambiance de Ah l'équipe. oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. J'ai jamais réussi, moi, à savoir si je préférais avoir une classe très difficile et des collègues avec qui ça se passait super bien, sur lesquels tu peux te reposer, qui vont être à l'écoute, qui vont t'aider, etc. Ou si je préfère avoir une classe super sympa dans laquelle je suis bien tous les jours et des collègues avec qui je m'entends moins et avec qui je mange pas le midi, tu vois. Et j'ai jamais pu choisir qu'est-ce qui pouvait être le plus important s'il fallait en sacrifier un. Je pense que c'est vraiment un tout, en fait. Moi, franchement, je pense que je préfère avoir des classes difficiles, mais être bien avec l'équipe. Parce que même si c'est difficile en classe, après, en salle des maîtres, Ouais, c'est on vrai. décompresse, quoi. On raconte aux autres, on partage, chacun nous donne des solutions ou pas, d'ailleurs, mais avoir une classe facile. Alors, j'ai eu des classes faciles, hein, j'ai eu des classes, quand j'ai remplacé dans les Yvelines, dans des villes privilégiées, des milieux privilégiés, et j'ai pas aimé. Parce que justement, c'est pas une critique, hein, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Les enseignants dans ces écoles-là, ils viennent travailler et puis ciao, le soir, ils s'en vont. J'ai pas ressenti vraiment de vie d'équipe dans ces écoles-là, parce qu'on n'en a pas besoin en fait. Ça se passe bien dans la classe, on fait son boulot. Quand ça se passe mal dans une classe ou quand on a plus de difficultés, etc., on a besoin des autres et dans ces moments-là, l'équipe souvent s'unit, quoi. C'est vrai. Moi, j'ai fait pas mal d'années en REP. Sur mon peu d'années d'enseignement, j'ai eu quasiment que de la REP. Et je me suis rendu compte que vraiment l'équipe était très soudée et que souvent les collègues, ils restaient longtemps dans l'école et que quand il y en a un qui commençait à parler du mouvement, il en parlait aux autres comme s'il annonçait à ses parents, je vais quitter la maison, tu Ouais, vois. c'est exactement Il y ça. avait... Ouais. Et c'est super agréable. Et moi, en arrivant en tant que nouvelle, parce que j'ai changé presque tous les ans, je me sentais quand même très bien intégrée dans ces équipes-là qui pourtant étaient très soudées. Donc c'est beau à voir, je trouve. Après, j'ai moins de regard sur le secondaire, parce que j'ai eu peu de profs de secondaire dans le podcast, je ne l'explique pas, c'est pas un choix, mais il y a beaucoup de profs de primaire qui me contactent ou qui font part de leur reconversion. Et du coup, je sais qu'en primaire, on bosse beaucoup tous ensemble, on mange tous ensemble, on a les récrés ensemble, on fait beaucoup tout ensemble. Et je sais pas du coup si toi, de ton point de vue, tu retrouves cette cohésion-là dans les profs du collège, ou est-ce que les horaires font qu'en fait, tu vas pas, si t'as 3 heures de trou, tu vas pas attendre 3 heures de voir ton collègue d'espagnol pour prendre un café, quoi. Voilà, c'est différent. C'est différent. J'ai vu une différence aussi au collège entre ceux qui ont travaillé dans le premier degré avant et ceux qui n'ont jamais travaillé dans le premier degré. Moi, je trouve que c'est deux mondes complètement différents et je pensais pas que c'était aussi différent, le premier degré et le second degré. Oui, il y a le fait que ça va, ça vient. Combien ils étaient de profs cette année dans le collège? Une bonne quarantaine de profs. Ah, c'est énorme.
Donc forcément, c'est difficile de faire une équipe. De toute façon, il y a un noyau, il y a des noyaux, mais il y a plusieurs noyaux en fait. Voilà, ça marche beaucoup par matière au second degré. Hein. C'est le noyau des profs de maths, le noyau, voilà, c'est plus comme ça. J'ai pas retrouvé la même ambiance, ça c'est sûr. Hein. J'ai pas retrouvé la même ambiance. Je ne sais pas si j'aurais été capable d'être prof dans le secondaire. Ah ouais? Et le côté famille, je ne sais pas comment l'expliquer, et le côté affectif du premier degré m'aurait manqué. Moi, j'ai fait un emploi d'avenir professeur pour payer mes études quand j'étais en master avant d'enseigner, et j'avais été mutée, c'était 12 heures par semaine dans un collège. Donc moi, j'ai mis les pieds au collège d'abord pendant 2 ans et demi, et après dans le primaire. Et c'est vrai que je voulais pas enseigner dans le secondaire parce que la tranche d'âge adolescent, c'est pas du tout quelque chose qui m'attire, même en étant plus âgée maintenant. Après voilà, à l'époque, j'avais la peur tu vois, j'avais 19 ans, je me disais si je tombe dans un lycée et qu'il y a un gamin qui a redoublé, on a le même âge, c'est un peu chelou. Mais même le collège, au-delà de l'aspect voilà adolescent que j'aime un petit peu moins, j'avais pas trouvé ce lien. Enfin, tu sens effectivement que ça va par matière, mais ça va aussi sûrement par centre d'intérêt ou par idées qui vont au-delà de l'aspect professionnel. Et du coup, tu sens un petit peu plus les rivalités. Ouais. Chose que j'ai trouvé plus facile à apaiser en primaire, mais Tout à fait, peut-être oui. aussi lié au fait qu'on est moins nombreux. Oui, je pense, oui, c'est tout à fait ça, oui. J'ai le même ressenti, Et oui. au final, en primaire, tu vois, je dis qu'on est plus en mode famille, mais je vois, par exemple, quand l'école maternelle est séparée, ne serait-ce que juste par une barrière de l'élémentaire. Moi, par exemple, j'étais en CM1, CM2 cette année, j'ai pas forcément été faire une activité avec des moyennes sections, tu vois. Donc, c'est vrai qu'on bosse plus avec notre cycle. Oui, c'est sûr, oui. Il faut une volonté, de toute façon, pour aller vers les autres et pour changer, justement, voilà. Si tu devais compléter la phrase suivante, que dirais-tu? La phrase est: avant j'étais prof, aujourd'hui je suis. C'est horrible ce que je vais dire. Avant, j'étais prof et aujourd'hui, je suis en attente de la retraite. C'est génial. En fait, oui, j'attends la retraite pour faire vraiment ce que je veux, quoi. Donc, je peux pas dire autre chose. Écoute, c'est ce que tu penses. C'est juste que moi, je peux pas dire ça, parce que si je le dis, on va se dire non, mais vraiment, elle a pas fait beaucoup d'efforts pour travailler, tu vois. Je trouve ça génial. Est-ce que si t'avais pas, là maintenant, d'un point de vue santé, si tu es mieux, est-ce que ça te tente d'éventuellement faire justement une reconversion? On en a parlé un peu hors micro pour pendant la retraite, mais est-ce que tu serais intéressée de le faire avant la retraite? Oui, de toute façon, il faut que je le fasse avant la retraite pour être prête à la retraite, pour monter ma petite entreprise, on va dire. Hein. C'est vrai. Donc, oui. Alors, ça fait plusieurs années de ça déjà, j'avais pensé le faire, donc une formation. À ce moment-là, c'était formation webmaster que je voulais faire. Alors, donc, c'était une formation payante et j'avais mes enfants, quoi, je me voyais pas le faire. En étant aussi, à ce moment-là, je n'étais pas directrice, j'étais professeure des écoles, si je me souviens bien. Donc, je me voyais pas avoir le temps. Et puis, je me disais, mais j'aurais pas le courage, de toute façon, de quitter l'éducation nationale. Donc, à quoi ça va servir? C'était quelque chose qui me passionnait, mais je ne me voyais pas concrètement le faire. Et donc maintenant, voilà, maintenant, je me donne comme deadline, là. C'est horrible, deadline d'ailleurs, mais J'y avais jamais pensé comme ça. mais voilà, c'est la retraite qui va me permettre de faire un nouveau métier. C'est une belle façon de voir les choses. Parce que j'aurais pas à m'inquiéter de quitter l'éducation nationale, j'aurais été au bout de ce que je devais faire pour l'État, et l'État pourra me donner ma pension. Exactement. Et voilà, et donc je pourrais enfin faire ce que je veux. Et moi, j'ai une question purement pratique, mais je ne sais pas si tu saurais y répondre. Quand tu touches la retraite et que tu as une activité pendant ta retraite, est-ce que c'est comme parfois avec le chômage, ton activité est décomptée de ce que tu touches comme retraite, ou ça vient juste s'accumuler en plus? Je pense que ça se cumule, mais je me trompe peut-être. J'ai pas encore étudié la chose. Bon, ça me paraîtrait le plus logique, mais on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise, donc c'est pour ça que je posais la question. Parce que je pense qu'il y a, du coup, t'es pas la seule, je pense, dans ce cas-là, parce que comme je te disais tout à l'heure, hors podcast, dans la formation que je suis là, il y a quelqu'un qui se forme pour travailler pendant sa retraite. Et du coup, je trouve ça chouette, en fait. Enfin, ça montre que, voilà, tu peux arriver à la retraite et être encore plein de projets, plein d'envies, et pas juste avoir envie de souffler de cette vie épuisante. Il faut avoir le temps de le faire, et c'est la retraite qu'on a le temps.
Exactement. Écoute, on arrive à la fin de l'émission. Je te remercie beaucoup Sophie parce que tu as répondu à toutes mes questions. Et puis j'étais super contente, mais merci encore d'avoir accepté cette invitation parce que comme je disais, pour l'instant je peine à trouver des quinquagénaires et plus. Je te remercie. Merci d'avoir écouté ce témoignage jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast pour ne rater aucun épisode. Pour qu'il gagne en visibilité, vous pouvez le noter et le commenter sur votre application d'écoute favorite. Ça vous prendra quelques secondes, mais ça m'aidera énormément. Pour soutenir ce projet et m'aider à le faire connaître, vous pouvez partager l'émission auprès de vos proches, de vos collègues et sur vos réseaux sociaux. Sachez également qu'il est à présent possible de soutenir le podcast financièrement sur Tipeee, une plateforme de financement participatif dont vous trouverez le lien dans la description. Je tiens d'ailleurs à remercier Amandine encore une fois pour son don qui me touche énormément et qui me permet de dégager davantage de temps pour m'occuper du podcast. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram et Facebook @avantjtprof ainsi que tous les sujets abordés dans la description de l'épisode. À bientôt!